Alors tout d'abord, bonjour à tous. Je vais donc vous présenter aujourd'hui des éléments qui vont vous permettre de mieux construire et comprendre l'intérêt des séances d'endurance musculaire. Alors, lorsque l'on parle d'endurance musculaire, on parle aussi de manière plus usuelle de l'endurance de force. C'est la même chose. Alors, lorsque l'on parle de l'endurance, eh bien, c'est cette capacité à résister à l'épuisement, notamment sur les efforts de longue ou d'ultra longue durée. Et cela comprend évidemment plusieurs paramètres, notamment l'épuisement cardiovasculaire. À un moment donné, on ne peut pas aller au-delà parce qu'on ne peut plus oxygéner l'organisme, l'effort est trop important. Et puis, il y a également l'aspect mental, la monotonie, la lassitude. Au bout d'un moment donné, on va lâcher et donc il faut s'entraîner à cela. Il y a également l'aspect énergétique. Si on manque de carburant, ça va être compliqué pour durer longtemps. Et puis, il y a également tout l'aspect hormonal et au niveau des enzymes. Donc, tout le travail lié au système nerveux autonome, qui est donc la partie non consciente du cerveau, qui commande l'ensemble de nos fonctions vitales, notamment le système cardiovasculaire. Mais il y a également le dernier point, qui est donc l'aspect de l'endurance musculaire sur lequel porte cette conférence. Alors, lorsque l'on parle d'endurance, d'endurer au niveau musculaire, eh bien, l'idée première, c'est celle de mobiliser le plus possible de fibres au niveau d'une unité motrice. Et vous voyez, une unité motrice, je l'ai schématisé comme cela, eh bien, toutes les fibres ne sont pas mobilisées, une bonne partie reste en stand-by, donc il faut apprendre à aller chercher de nouvelles fibres musculaires pour aider les copines qui sont fatiguées. C'est un travail d'équipe. Plus il y aura de fibres qui vont être mobilisées au sein d'une unité motrice, et bien évidemment, plus il y aura une économie des fibres et donc ça va pouvoir permettre à la fibre de tenir plus longtemps, plutôt à l'unité motrice d'être plus efficiente dans la durée. Alors, il faut savoir que sans entraînement, environ vous avez par unité motrice 200 fibres mobilisées. Alors que si on s'entraîne de manière efficace, on peut aller jusqu'à 500 fibres mobilisées. Vous voyez, donc il y a un réel intérêt de l'endurance de force. Alors, être endurant au niveau musculaire, c'est aussi optimiser, et les entraînements vont permettre d'optimiser la commande électrique, cette commande qui va permettre de retarder la fatigue musculaire, parce que un muscle, ça fonctionne avec une commande électrique, un signal électrique, et qui part du cortex cérébral, qui va au niveau des fibres, ça s'appelle les neuromoteurs, et on a un motoneurone qui est par unité motrice. Chaque unité motrice a son motoneurone. Et donc, c'est extrêmement important parce que si le cortex est efficace et si les neurones sont assez efficients, eh bien forcément, on aura une meilleure activité musculaire. Et on voit que, on le sait, maintenant, l'entraînement de l'endurance de force permet d'optimiser ce travail au niveau des neurones. Alors, autre point, concernant l'endurance de force, son intérêt, c'est aussi d'apprendre aux fibres à économiser le carburant, notamment celui qui est au sein des fibres, qu'on appelle le glycogène. Le glycogène est la forme des sucres qui est stocké dans nos muscles et puis une autre partie dans le foie. Mais au niveau de l'effort, c'est le glycogène musculaire qui est utilisé, notamment lorsque on est en forte demande d'énergie. Les muscles, les fibres musculaires utilisent d'autres substrats, d'autres carburants, les glucides circulant dans le sang, les lipides, bien évidemment. Le sport d'endurance, c'est d'ailleurs le carburant majoritaire, j'en ai parlé dans mes conférences, mais ce glycogène est extrêmement important parce que lorsqu'il y aura des gros coups à apporter au niveau de l'effort, ça va être à ce niveau-là que la fibre va chercher son carburant. Et donc l'endurance de force va permettre d'économiser. Plus on va travailler l'endurance de force et plus les fibres vont pouvoir économiser ce glycogène, aller chercher l'énergie ailleurs. C'est donc extrêmement important en termes d'économie d'énergie. Autre point, l'endurance de force va permettre le travail du boost des enzymes. Il y a des enzymes au niveau de nos fibres musculaires et il faut savoir que l'enzyme, c'est une molécule qui a pour capacité de dynamiser, de booster un métabolisme. Et donc, c'est un peu comme un soufflet au niveau d'un feu de cheminée. Et ça va permettre, en gros, d'augmenter la combustion, d'augmenter le métabolisme pour que ça soit encore plus efficace. Et donc, ce travail des enzymes est extrêmement important. L'endurance de force va permettre de le booster. Alors, vous voyez, c'est un peu ce schéma-là. Donc, les enzymes vont permettre une meilleure adaptation de la fibre à l'effort. Alors, l'endurance de force, maintenant, en pratique, comment on va la mettre en place? Eh bien, l'intérêt pour moi, premier, c'est le vélo. Le vélo est tout à fait intéressant, même lorsqu'on est trailer.
je coach pas mal de trailers évidemment qui font aussi du vélo et je leur recommande lorsqu'ils ne sont pas allergiques au vélo de mettre en place sur le vélo des séances d'endurance de force. Alors, il y a deux positions dans mon vélo, vous le savez, hein, soit en danseuse, soit assis. On va revoir ces deux positions. Alors, la position en danseuse, attention, c'est le tronc qui transmet l'énergie aux jambes. Donc, il va y avoir un effet de réduction du travail des quadriceps et donc ils vont être moins sollicités. Il faut savoir qu'en danseuse, le haut du corps est sollicité, mais du coup, il y a un transfert d'énergie, moins de travail sur les quadriceps. C'est un peu l'équivalent lorsque vous faites une séance, eh bien, soit de forte montée avec des bâtons, où l'énergie va être partir des épaules pour aller vers le bas du corps, donc une économie au niveau des quadriceps, et également sur les escaliers, lorsqu'il y a un fort mouvement de balancier des bras. A l'inverse, la position assis, elle, a un intérêt parce qu'elle va vous permettre d'isoler le travail au niveau des quadriceps. En effet, vous allez pouvoir complètement neutraliser le travail du haut du corps et vous concentrer uniquement sur les jambes et le quadriceps. C'est une vraie spécificité que l'on n'a que sur le vélo. Mais là, attention, il va falloir être uniquement les mains posées sur le guidon à plat et ne pas tirer sur le guidon, sinon évidemment il y aura tout le travail du haut du corps qui va se mettre en place. Donc les séances d'endurance de force assis, on ne tire pas sur le guidon, mais les mains juste posées sur le guidon. Alors, attention à la fréquence de pédalage, quel que soit assis ou en danseuse, on ira autour de 50 à 60 tours de pédale par minute. C'est donc un mouvement de pédalage assez lent pour obtenir un temps de concentration suffisant, d'environ 1 seconde. Vous voyez, 50 tours, 60 tours de pédale par minute, on est à peu près à 1 seconde de contraction à chaque fois. C'est le temps nécessaire pour précisément booster et mettre en place l'activité des enzymes. C'est donc intéressant d'avoir cette fréquence de pédalage. Alors attention, en dessous de 50, eh bien, la contraction est évidemment plus longue, mais on a un effet délétère, à savoir une très forte pression au niveau des genoux. C'est donc à éviter, notamment pour les genoux sensibles. C'est pour ça que je ne vous recommande pas en dessous de 50. Alors, l'idée, vous l'avez compris, c'est d'avoir la plus forte résistance possible. Donc, on va pour recruter le plus de fibres possible. Donc, il va falloir un volume très important. On se met avec un gros développement pour être au maximum sur 50-100 tours de pédale par minute. Des tempos de 2 à 5 minutes suivant votre niveau et entre 6 à 10 fractionnés. Côté récupération, on a à peu près un temps identique au fractionnant récupération, mais en étant extrêmement véloce, autour de 100 tours de pédale, 110 pour un pur cycliste, et tout cela pour favoriser l'évacuation des contractions qui ont été parasites, qui se sont mis en place en même temps que votre effort, et qui vont avoir un effet perturbateur au niveau de votre mouvement et du pédalage. Par conséquent, c'est important de débrider tout cela pendant la phase de relâchement. Alors, côté cardio, attention, on n'est pas sur un travail cardiovasculaire dominant, c'est donc les fibres, un travail purement musculaire, neuromusculaire, on l'a vu, avec les neurones, et donc on va être on va avoir une intensité bien évidemment, mais qui ne sera pas extrême. Alors ça va donner à peu près on va se mettre entre les deux seuils, entre 80 et 90, vraiment maximum, en fréquence cardiaque pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude. Et pour un élite, alors on pourrait se caler, alors notamment s'il est cycliste et qui travaille avec sa puissance, avec un capteur de puissance, entre 75 et 80% de sa PMA, qui est donc la puissance maximale aérobie au moment où on est au meilleur, au plus haut de son oxygénation. Voilà, on est donc au niveau proche du seuil 2. Alors maintenant sur escalier, c'est tout à fait possible. On va dans ce cas-là avoir un volume assez important pour permettre cette mobilisation des fibres. 15 à 30 répétitions et 4 à 5 séries. Et on va redescendre très souple entre les séries. Alors voilà un exemple, par exemple, là on va être avec type jumping. Voilà un exemple d'endurance de force. On peut également avoir ce type de travail également intéressant, où là il y a également un travail sur les abducteurs, qui peut être aussi combiné au travail purement des quadriceps. Et puis, alors là, un peu plus, on va dire, corsé, on peut faire ce type de travail, ou enlever les pompes pour en rester à un travail un peu plus simple. Ça, c'est un travail aussi intéressant en endurance de force. Et puis, évidemment, toutes les foulées bondissantes, en essayant de franchir le plus de marches possible par foulée, ça sera également un travail intéressant en endurance de force. Alors, en trail, on va reprendre les principes fondamentaux du vélo. Voilà, on va se mettre sur une très forte pente. On va avoir des temps de fractionner entre 2 et 3 minutes, voire 5 pour un élite. Et là, évidemment, on ne va pas prendre les bâtons, on va travailler sans les bâtons. Alors, parce que si vous travaillez avec les bâtons, eh bien, vous aurez une endurance de force, mais qui va être globale, avec notamment le haut du corps. Alors, ça peut se faire. On peut également travailler que le haut du corps. Dans ce cas-là, on va essayer de pousser au maximum avec ces bâtons pour travailler tout l'ensemble de la ceinture scapulaire, les muscles autour des épaules,
Et dans ce cas-là, on va réduire forcément le travail des quadriceps. Voilà, alors attention, hein, bien je vous rappelle que tout ça, ça n'est qu'une phase de vos entraînements, parce qu'un entraînement de qualité, et notamment hivernal, ça va comprendre différents aspects. Évidemment, le développement cardiovasculaire, être endurant sur le plan aérobie, d'apport d'oxygène. Ça va être également un travail au niveau de la foulée. Même si vous faites du trail ou des ultra-trails de montagne, eh bien, il y aura des moments où il y aura des parties planes et il faut travailler cette amplitude et ce relâchement de la foulée. Ça ne se fait pas en endurance de force, mais au contraire sur stade ou sur plat avec des séances de grande vitesse. Et puis le positionnement du buste également est à travailler. Et enfin le mental, là, ça évidemment, c'est extrêmement important pour les sports d'endurance. Voilà, bien écoutez, essayez de quand même retenir un élément aussi fondamental, hein. No pain, no gain. Vous ne pouvez pas espérer avoir des progrès s'il n'y a pas réellement un travail important sur l'ensemble de ces dominantes de l'endurance. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite maintenant de pouvoir faire au mieux ces séances d'endurance. Et puis si vous souhaitez eh bien, me poser des questions, vous pouvez le faire via mon compte Instagram.